Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Rhythm Thief et les Mystères de Paris, Temps perdu, Retro and Magic consacré à la saga Shining, ce sera la deuxième partie. Tout de suite, c'est les news. Legend of Grimrock est désormais disponible et c'est même offert pour l'occasion un petit trailer de lancement. Très attendu à la rédaction, cet hommage indé à Dungeon Master, Eye of the Beholder et Ultima Underworld est téléchargeable pour environ 15 $ sur le site officiel du jeu, GOG.com et Steam. Si, comme nous, vous avez vibré à l'évocation des classiques précités, alors vous comprendrez que la critique du jeu a fait l'objet d'une petite lutte au sein de la rédaction. Sachez que cette dernière sera diffusée dans 101% le jeudi 26 avril. En attendant, on peut vous livrer nos premières impressions. Legend of Grimrock est une petite merveille. Non seulement il nous renvoie à l'époque bénie du Dungeon Master et ses nombreux clones sortis durant les années 90, mais en plus, il le fait avec classe et moult clins d'œil. Cet hommage est également l'occasion de redécouvrir un genre oublié, les développeurs indés ayant plutôt tendance à s'inspirer des vieux jeux Nintendo que de titres sortis sur PC ou ordinateur 16 bits. Et si vous êtes trop jeune pour avoir joué à Dungeon Master, on vous invite à regarder le Retro and Magic en 2 parties, visibles sur No Life Online. On continue ces news avec le tout premier trailer de Lost Planet 3, dévoilé il y a peu à l'occasion du Captivate 2012, l'événement jeu vidéo estampillé Capcom. Si ce premier trailer est définitivement sexy, on reste tout de même assez méfiant quant à la qualité de ce nouvel épisode, dans la mesure où, contrairement aux 2 premiers, Lost Planet 3 n'est plus développé par les équipes de Capcom. Et c'est Spark Unlimited, un studio occidental, qui aura donc la charge de ne pas totalement saboter une licence que nous sommes encore nombreux à apprécier. Le jeu est prévu sur PC et console HD et devrait sortir en début d'année prochaine. Hey Gail, I'm gonna have to call you back. On vous en parlait encore il y a quelques jours. La mise à jour 1.2 de Star Wars The Old Republic est désormais disponible et s'illustre entre autres à travers ce trailer qui nous donne des détails concernant les zones de guerre. Les joueurs pourront donc s'affronter pour le contrôle de la planète d'Enova en capturant des points stratégiques. Cette mise à jour se pointe également avec d'autres features comme la personnalisation de l'interface dont nous vous avions déjà parlé, mais aussi tout un tas de nouvelles missions et de zones à explorer. Alors, on va regarder la critique du jeu Rhythm Thief et les Mystères de Paris. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que je suis super fan des jeux de rythme. Donc forcément, je l'ai testé. J'ai téléchargé la démo. Et bon, je vais pas vous dire ce que j'en pense. Je vais d'abord vous laisser voir la critique et après, je vous en parle. Three, two, one, go! Il y a quelques mois, Sega nous invitait à découvrir ses prochains titres lors d'une petite preview. Et aux côtés de Super Monkey Ball Vita, de Virtua Tennis 4 et de Mario et Sonic au JO, se trouvait un petit jeu musical particulièrement intriguant. Ce petit jeu, c'était Rhythm Thief, une licence qui risque, et à juste titre, de faire beaucoup parler d'elle à partir de maintenant. Prenez la série des professeurs Layton pour sa direction artistique, Rhythm Paradise pour ses mini-jeux dingues mais totalement addictifs, mélangez-les avec tous les clichés japonais sur notre capitale et vous obtenez le nouveau roi des jeux musicaux sur 3DS. Bon, ok, c'est vrai que pour l'instant, le titre Sega n'a pas vraiment de concurrent. Mais que vous soyez un joueur casual ou hardcore, si vous aimez ces petits jeux bien conçus qui font appel à votre sens du groove, alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car c'est exactement ce qu'est Rhythm Thief. Du fun, du challenge et des musiques qui mettent de bonne humeur, c'est tout ce qui vous attend dans la première aventure survoltée de Phantom Air. Oui, Phantom Air, c'est moi. Phantom Air est, comme vous l'avez deviné, le personnage principal. Fondu, allez viens. Toujours accompagné de Fondu, son fidèle chien, et toujours vêtu d'un élégant costume noir, notre protagoniste est un gentleman cambrioleur, une sorte d'Arsène Lupin à la double vie.
Le jour, il est Raphaël, un honnête Parisien vivant du côté de Sèvres-Babylone. Le soir, il devient l'ennemi juré de la police municipale, l'homme que l'inspecteur Vergier s'est juré de coffrer. Plus un geste, Fantomère. Et si Fantomère s'est attiré les foudres de ce chef de brigade complètement borné, c'est parce qu'il est l'auteur présumé du vol des œuvres d'art les plus précieuses de la capitale. Pourtant, loin d'être un bête malfaiteur sans scrupules, le jeune voleur a une particularité. Il se débrouille toujours pour restituer ses larcins peu de temps après ses casses. S'agit-il d'un simple jeu avec la police ou Phantom Air a-t-il d'autres projets? C'est ce que le scénario dévoilera petit à petit. Au début de l'aventure, on apprend en tout cas que Raphaël a un passé chargé. Mère morte dans un accident, père disparu sans laisser d'adresse, ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une enfance simple et funky. Un indice va cependant redonner à Raphaël l'espoir de retrouver la trace de son père. En partant, ce dernier a fait tomber une pièce dotée d'un étrange symbole, le même qui figure sur un bracelet exposé au Louvre. La prochaine cible de Phantom Air est donc toute trouvée, sauf qu'évidemment, récupérer le bracelet de Tiamat ne sera pas aussi simple. 3 ans avant le début de cette aventure, le tombeau de Napoléon semble avoir été volé et les auteurs de ce pillage semblent eux aussi vouloir mettre la main sur ce bracelet. Fini la rigolade. Maintenant, attrapez-le. Allez! L'objectif de Raphaël est donc de reprendre contact avec son père. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le vol du bracelet marquera le début d'une longue péripétie. Le gameplay de Rhythm Thief se divise en 2 parties. La première est une sorte d'enquête façon point and click, au cours de laquelle Raphaël déambulera dans les rues de Paris à la recherche d'indices. Pour mener à bien son investigation, il devra par exemple parler aux habitants, visiter des endroits emblématiques de la ville, accomplir des petites quêtes ou bien se creuser les méninges à l'occasion de mini-jeux de réflexion. Enfin, se creuser les méninges, ça c'est si vraiment vous n'avez pas passé la première énigme d'un professeur Layton ou que les jeux des 7 différences de Super Picsou géant vous ont déjà posé problème. Si vous voulez avoir une idée de la facilité de cette partie enquête, pensez à un Phoenix Wright où tous les endroits à cliquer pour trouver des pièces à conviction seraient indiqués par une grosse flèche rouge clignotante. En parcourant la capitale, il sera aussi possible de trouver quelques menus secrets, comme des médailles qui s'obtiennent en cliquant sur des endroits clés. Ces médailles sont en fait une monnaie d'échange qui vous permettra de débloquer quelques bonus dans la galerie ou de pouvoir jouer à des épreuves musicales en mode marathon. On notera aussi l'existence de notes fantomatiques qui, comme les médailles, sont cachées à travers les niveaux, sachant que trouver toutes les notes fantomatiques débloquera un petit scénario bonus. Voilà de quoi pousser les plus motivés à assembler la partition fantomatique en cliquant sur le moindre pixel. Enfin, pour en revenir à l'enquête principale, non, les tribulations de Phantom Air ne vous donneront pas beaucoup de fil à retordre. Mais après tout, Rhythm Thief ne s'est jamais targué d'être un concurrent sérieux à un professeur Layton ou un chevalier de Baphomet. En fait, ces énigmes sont là uniquement pour donner un contexte au scénario et expliquer comment Phantom Air s'est retrouvé à fuir une horde de policiers en roller au cours de mini-jeux rythmiques, car c'est évidemment lors de ces épreuves musicales que le jeu se met à briller. Au nombre de 50, ces épreuves mouvementées vous demanderont timing et dextérité pour être surmontées. Systématiquement basées sur la gestion du rythme, elles vous demanderont tantôt d'utiliser le stylet pour suivre une chorégraphie, d'alterner entre les boutons A et B pour fuir les toits d'un immeuble parisien, ou encore d'utiliser la fonction gyroscope afin d'éviter les coups de poing d'un majordome chevronné. C'est parti. Variées et à la difficulté très vite croissante, ces épreuves sont particulièrement efficaces. Et pour peu que vous ayez apprécié Rhythm Paradise et WarioWare, vous ne pourrez que pouffer de rire devant l'absurdité volontaire de certaines d'entre elles. Autre point positif, les épreuves de Rhythm Thief sont accessibles à tous. En clair, en passer une n'est pas très compliqué. Mais si vous décidez, comme nous, d'obtenir une note de A pour chacune d'entre elles, il faudra vous accrocher. Les plus courageux iront même jusqu'à se priver de la moindre aide en désactivant les guides, ces petits coups de pouce qui permettent de savoir quand et comment il faut appuyer. Apprenez de nouveaux pas, les gars. Rhythm Thief n'est pas une révolution en soi, et pourtant on ne saurait trop vous le conseiller. C'est bien simple, malgré son scénario totalement cliché et ses rebondissements visibles à des centaines de kilomètres, le jeu excelle dans les épreuves musicales et nous offre parfaitement ce qu'un amateur de jeux rythmiques souhaite avoir. On avoue avoir apprécié toutes les épreuves et s'être surpris à les refaire plusieurs fois, par envie d'obtenir un score parfait ou bien par pur plaisir.
Les fans de Sega apprécieront sans nul doute les multiples références à Space Channel 5 ou encore Somebody Amigo qui a droit à un vibrant hommage. S'il fallait toutefois pointer du doigt quelques défauts, on soulignera la présence inadéquate des jeux utilisant la fonction gyroscope. On sent en effet que Sega s'est forcé à inclure des épreuves utilisant la quasi-totalité des fonctions de la 3DS. Sauf que le gyroscope, en plus d'être imprécis, n'est pas vraiment adapté à une utilisation nomade et discrète. On note aussi des graphismes assez pauvres. S'il n'incluait pas de 3D en relief, qui est soit dit en passant anecdotique, Rhythm Thief aurait largement pu tenir dans une cartouche Nintendo DS. Bref, bien que déjà très satisfaisante, la toute nouvelle licence de Sega est encore perfectible. On espère donc qu'elle nous reviendra vite à l'occasion d'un nouvel épisode incluant une flopée d'épreuves encore plus fun, plus folles et plus nombreuses. Et si je te dis ni l'un ni l'autre? Bon, alors je vais décider pour toi. Alors je n'ai pas encore vu la critique de Rhythm Thief, donc je sais pas si elle est positive ou pas, mais moi personnellement j'ai pas été convaincue. Alors ce qui m'a gêné dans la démo, c'est qu'on voyait 3 gameplays différents. Et ça m'inquiète toujours un peu de voir un jeu de rythme comme ça, qui propose plusieurs gameplays, et non qui se spécialise dans un seul. J'ai l'impression qu'il se disperse et que du coup il va pas assez à fond dans chaque gameplay. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, je verrai bien avec le jeu définitif. Et tout de suite, c'est temps perdu. Bonjour, dans quelques jours vous aurez l'occasion de dire si les heures sup c'est votre truc ou pas. Mais en attendant, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Faire temps perdu, c'est du travail, de la réflexion, un sacrifice de tous les instants, un sacerdoce, bref, une sacrée galère. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais ça fait une super intro trop bien. Faire temps perdu, c'est aussi parfois des situations un peu étranges. Par exemple, moi, si je voyais quelqu'un se pendre à côté de moi, je n'irais pas chercher mon arc et mes flèches pour faire le malin. Non, j'irais le décrocher directement, tout simplement. Mais dans Archer's Oath, non. Il faut utiliser le contenu de son carquois pour sauver les malheureux. On peut ainsi utiliser des flèches qui rebondissent, d'autres qui se plantent, certaines qui poussent des trucs et les dernières qui explosent. Et là, c'est à se demander comment le pendu il réussit à survivre avec tout ce qu'on lui envoie sur la tête. Et parfois, faire temps perdu, c'est aussi perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose, ainsi... Parce que l'on n'a pas les neurones placés au bon endroit, ou parce que votre hémisphère droit a décidé d'emmerder le gauche sur son extrême, on n'arrive pas à faire ce qu'on nous demande. Non. Ainsi, dans Passage of Life, sauter pour éviter des trucs, c'est bien. Mais dessiner des trucs pour ne pas tomber dans des gouffres, c'est mieux. Mieux, mais pas évident. Et c'est un peu dommage, car traverser ici les différentes phases de notre vie et y faire des choix, ça changeait un peu. Et puis, de temps en temps, il y a les moments de la loose. Parce que c'est bien sympa, leur Flash, leur HTML5, leur Java et leur machin et leur bidule, mais ça marche pas toujours très bien. Alors on suppose que chez le téléspectateur plus fortuné, ou plus malin, ou tout simplement plus chanceux, ça marchera beaucoup mieux. Mais en même temps, c'est quand même pas évident de vous faire partager toute l'exaltation que l'on ressent dans Dino Shift lorsque l'on est poursuivi par ce rocher géant et que le jeu tourne à ralenti. Mais bon, le concept reste sympathique, hein, et il faut adapter sa propre couleur pour pouvoir attraper des cubes qui vous permettront d'accéder à la sortie de chaque niveau. Sympa donc, mais bon. Et puis parfois, temps perdu, c'est aussi tomber sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Oui, comme My Life is Yours, l'un des nombreux projets présentés lors de la dernière Global Game Jam. Ici, les auteurs reprennent à leur compte le mythe d'Orphée. Vous vous êtes introduit dans les enfers d'Hadès dans l'espoir d'en ramener votre épouse. Et malheureusement, pour progresser, il vous faut régulièrement mourir pour conférer à l'autre personnage les pouvoirs de l'élément qui vous aura tué. Ainsi, pour briser un mur de glace, il faut que votre moitié tombe dans les flammes, ce qui vous permet de ressusciter à votre tour avec le pouvoir du feu. Si ça n'est pas très clair, ça n'est pas bien grave. Allez vous y essayer de suite et je puis vous garantir que vous y passerez un excellent moment, ce qui, cela va sans dire, tombe plutôt bien vu qu'il faudrait quand même ne surtout pas oublier que... Gagnez plus, jouez plus.
D'ailleurs, en parlant de 3DS, moi j'ai une malédiction avec ma 3DS, c'est généralement quand je l'ai sur moi et que je veux street passer, je ne rencontre jamais personne. Et lorsque je croise du monde potentiellement street passable, eh ben, je ne l'ai pas sur moi et j'ai ma PS Vita. Je suis maudite. Tout de suite, c'est Retro and Magic. Dans un précédent Retro and Magic, nous avions commencé à passer en revue les différents jeux qui composent la grande fresque de la série Shining. Après les Dungeon Crawlers et Action RPG, nous allons aujourd'hui nous intéresser au Tactical RPG avec la série des Shining Force. Après le succès de Shining in the Darkness, le studio Camelot, qui à l'époque porte encore le nom Sonic Software Planning, se met au travail sur une suite. Mais plutôt que reproduire le même genre de gameplay, l'équipe décide de proposer un mélange de RPG et de jeux de stratégie, ce sera Shining Force. Pour créer le gameplay de Shining Force, son créateur Takahashi Hiroyuki choisit de mélanger les ingrédients de deux de ses jeux favoris, Dragon Quest d'une part, et un jeu PC méconnu appelé Silver Ghost d'autre part. Il est intéressant de noter que si l'on entend souvent dire que Shining Force était une tentative de Sega de copier le succès de Fire Emblem, en réalité Takahashi détestait la série de Nintendo. Shining Force se déroule en fait bien avant Shining in the Darkness, il s'agit donc d'une préquelle. Il y a bien longtemps, une créature maléfique appelée Dark Dragon fut emprisonnée et sa prison fut scellée. Malheureusement, le méchant Dark Soul, commandant des armées de Runefaust, est bien décidé à libérer Dark Dragon. Seul le royaume de Guardiana se dresse sur son chemin, et plus particulièrement la Shining Force, une équipe de héros dirigée par le jeune Max. Si l'on retrouve un certain nombre d'ingrédients de Shining in the Darkness, notamment les interfaces, objets et autres sorts, le jeu propose désormais une vue du dessus. En dehors de l'exploration des villages et les phases de dialogue, le sel du jeu est évidemment ses batailles. Le joueur déplace ses héros tour par tour sur un champ de bataille découpé en cases. Les héros peuvent appartenir à différentes classes, avec notamment des moines, des mages, des guerriers, des archers ou encore des chevaliers centaures adeptes du javelot. Plus le jeu avance, plus le joueur recrutera de nouveaux personnages qui gagneront de l'expérience à chaque action effectuée. Et lorsqu'ils atteignent un certain niveau, les personnages peuvent accéder à une classe avancée et débloquer de nouveaux pouvoirs. Shining Force est moins punitif que Fire Emblem. Les morts de personnages ne sont pas définitives et ils peuvent être ressuscités à l'église après la bataille. Le joueur perd la bataille si Max est vaincu, mais il réapparaît alors au dernier checkpoint en perdant 50% de son or mais en conservant l'expérience gagnée. Shining Force est sans aucun doute l'un des grands classiques du RPG tactique. Le jeu a bénéficié d'un remake en 2004 sur Game Boy Advance. L'année suivante, Camelot réalise Shining Force 2. Une grande partie de l'équipe originale ayant quitté le navire, on aurait pu craindre une suite au rabais. Fort heureusement, il n'en est rien, et Shining Force 2 s'avère tout aussi culte que son illustre prédécesseur. Une génération après les événements de Shining Force, l'histoire se répète. Cette fois-ci, c'est le sceau retenant le roi démon Xion qui a été brisé par une bande de voleurs inconscients. Une nouvelle Shining Force s'assemble autour d'un jeune héros nommé Bowie pour affronter les serviteurs de Xion. La narration très soignée de Shining Force 2 parvient à instaurer une ambiance apocalyptique palpable. Saluons également les superbes musiques de Takenouchi Motoaki qui restent dans la tête longtemps après avoir éteint la console. Côté gameplay, on note peu de changements par rapport au premier épisode, mais ce n'est pas plus mal. On notera toutefois l'ajout de classes cachées qui ne peuvent être obtenues qu'en trouvant un certain item. En 1994 sort Shining Force CD sur Mega CD. Il ne s'agit pas tout à fait d'un nouvel épisode, mais de 4 scénarios. Les 2 premiers scénarios sont des remakes des épisodes Shining Force Gaiden sortis sur Game Gear. Les graphismes ont pour l'occasion été améliorés et mis au niveau des autres épisodes de Shining Force sur 16 bits. Les 2 scénarios suivants sont quant à eux inédits. Ces nouvelles intrigues se déroulent entre Shining Force et Shining Force 2 et explicitent certains détails du scénario global de la saga. Un troisième Shining Force Gaiden, Final Conflict, est sorti sur Game Gear en 1995. Malheureusement, cet épisode n'a pas fait l'objet de remake 16 bits, ni d'ailleurs d'une sortie en dehors du Japon.
En 1997, Camelot réalise un 3e épisode à Shining Force, cette fois-ci en 3D et sur Saturn. Se déroulant après les événements de Shining the Holy Ark, Shining Force 3 est sorti en 3 épisodes entre 1997 et 1998. Hélas, seul le premier de ces 3 épisodes est sorti en Occident, laissant l'intrigue inachevée pour les non-japonisants. L'intrigue commence alors que la République d'Aspinia connaît des tensions politiques avec l'Empire de Destonia. Alors qu'un sommet diplomatique prend place dans la cité neutre de Saraband, une mystérieuse secte complote dans l'ombre pour déclencher une guerre entre les deux nations. Dans le premier scénario, le joueur incarne Symbios, un jeune guerrier de la République. Dans le second scénario, on incarnera le prince Médion de l'Empire. Enfin, le 3e scénario est centré autour du personnage de Julian, un jeune mercenaire qui cherchera à unir les deux peuples contre la menace commune, un être maléfique appelé Bullsome, bien évidemment scellé dans une autre dimension histoire de perpétuer le schéma scénaristique habituel de la série. Le gameplay s'avère dans la droite lignée des épisodes Mega Drive et est cette fois-ci rythmé par la musique du légendaire compositeur Sakuraba Motoi, déjà à l'œuvre sur Shining the Holy Ark. Après une longue absence, la série Shining est réapparue sur Game Boy Advance avec le hack and slash Shining Soul. S'en suivront d'autres spin-offs comme Shining Tears, Shining Force Neo, Shining Force Exa, Shining Wind, Shining Blade ou encore Shining Hearts. Pour beaucoup de fans, ces actions RPG estampillées Shining n'ont plus grand chose à voir avec les origines glorieuses de la série en dehors du nom. Il faudra attendre 2009 pour assister à la sortie d'un nouveau tactical RPG plutôt réussi, Shining Force Phaser sur DS. Un épisode malheureusement jamais sorti en dehors du Japon. Ben voilà, là par exemple, je suis à No Life et j'ai oublié ma 3DS. Alors que j'aurais pu street passer facilement 8 personnes d'un coup. Bon, tant pis, je reste bloqué dans mon donjon. Et je vous dis à la prochaine!